50 ans après, je pense qu'on n'a pas tout raconté. La seule raison, c'était la peur. Le système nazi était un système de force, un système de tuerie, un système de méchanceté. Par rapport à cela, nous avons appris à vivre dans le silence. Ce silence nous a apporté une force. Et c'est pour cela que je peux dire, nous avons vécu la force du silence. Aber ich kann es nicht lesen, ich habe keine Brille. Kannst du es lesen? Ja, das kann ich noch lesen. Oh, Arrêté de réquisition, das ist nichts Gutes. Andere kann ich nicht mehr lesen. Caroline, lest du uns das vor? Ja. Le ministre de la Guerre vu la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires. 1939, des affiches fleurissent un peu partout. Ici, dans l'est de la France, tout comme sur l'ensemble du territoire national. La tension est forte, et voilà que l'on reparle de guerre. Ce soir, pour les 600 ouvriers de la verrerie de Valéry Stahl, une journée de travail se termine. Cette journée est historique et restera gravée dans toutes les mémoires. Pensez donc, aujourd'hui 3 septembre, la France vient de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Jetzt ist der Krieg erklärt. Ah, der Adolf. Jetzt wär's doch schon gesehen. So, salut. Bis morgen. Bis morgen. Cette histoire est extraite de ce que m'a raconté François, mon père. Elle se passe en Moselle, à Gunzwiller, son village, dans la région de Sarrebourg. Les gens d'ici parlent un dialecte germanophone, le Plott, comme ils disent. Nous sommes en Alsace-Lorraine. François se souvient de cette journée de septembre. Il se souvient surtout qu'il n'a pas tout à fait 17 ans et qu'il est trop jeune pour être mobilisé. Et il le regrette. Il est fier de son pays, oui, il est fier d'être français. Et ce Hitler en Allemagne, on en parle de plus en plus, mais maintenant que la guerre est déclarée, il ne lui reste plus qu'à bien se tenir, parce que les choses vont changer. La France, avec son armée puissante, va lui faire passer son arrogance. Et de ça, François en est persuadé. Son trajet à vélo de 5 km, qui le mène jusqu'à la maison, ce soir, il ne le voit pas passer. Chez lui, il sait qu'il y retrouvera sa mère Anna et sa sœur Angélique. Joseph, son frère aîné, est absent. Il fait des études à Metz. Quant à son père, il est malheureusement décédé il y a à peine 2 ans. Ja, was geht es wieder von mir her? Geht's? Ja. Ah, gehen ich schon in die Molkerei? Ja. Guten Abend. Guten Abend. So, ich muss jetzt gehen, ich habe noch viel Arbeit. Salut. Ah, salut Angélique. Salut François. Ist gut geschafft jetzt? Ja, wie immer.
Weißt du was? Der Krieg ist erklärt. Ja. So, ich muss noch gemischt. Guten Abend, François. Ich habe schon nichts gehört. Aber weil dem müssen wir doch wieder schaffen. Wir haben noch viel Arbeit. Oh, fangen wir an zum Misten. Ich gehe nicht zum Wandschewig. Mes journées ont été bien occupées par les travaux de l'usine et par les travaux à la maison. Et à 17 ans, le voilà donc l'homme de la maison. C'est une sacrée responsabilité. François la prend à cœur et commence à cultiver son sens de l'honneur. Dans sa tête, pourtant, finit de s'installer le sentiment qu'il n'est pas un jeune comme un autre. De temps en temps, on a entendu le bruit des canons qui sont venus du côté de la ligne Maginot. Mais cela ne m'a pas du tout dérangé. Vu les inscriptions, on ne passe pas. C'était une satisfaction, une grande satisfaction pour moi. Je pensais toujours, on les aura. C'est le début de la drôle de guerre. Les journées se suivent et se ressemblent. Mais il n'en va pas de même pour les gens qui habitent tout le long de cette même ligne Maginot, c'est-à-dire sur une bande de 5 km de large et qui va du Luxembourg jusqu'à Bâle en Suisse. Leur réalité à eux est toute différente. Plus de 500 000 personnes sont concernées et tombent sous le coup d'un ordre d'évacuation. Partir, quitter leur maison, et voilà qu'avec très peu de bagages, ces gens se mettent en route pour le sud-ouest principalement. Tous les services administratifs sont déplacés et c'est ainsi que la préfecture du Bas-Rhin est installée à Périgueux en Dordogne, celle du Haut-Rhin à Valence d'Agen et celle de la Moselle à Montauban, deux villes du Tarn-et-Garonne. Ici, à Gunzwiller, à 60 km de la frontière, rien de tout cela. François et les siens peuvent rester chez eux, ils peuvent rester sur leur terre, cette terre qui les nourrit. Ils ont de la chance. Ici, tout est calme jusqu'à... Ce soir de décembre 1939, ce groupe de femmes que j'ai rencontrées en rentrant à la maison m'ont informé que la veille, le petit Steinmeier, à l'âge de 3 ans, est mort. C'était la première victime de la guerre du village. Wo ist jetzt? Im Spital. Ah je. Le 10 mai 1940, le matin à 6 heures, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'entends? Un bruit de tonnerre. Je sors, il y a des avions. Des avions ont survolé l'usine à très très basse altitude, que j'ai cru qu'ils vont renverser les cheminées de l'usine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et dans la journée, on a entendu que les Allemands ont fait une offensive et ils sont entrés en Belgique. Dimanche, le 16 juin, c'était une journée de déception pour moi. Toute la journée, l'armée française a traversé le village pour se retirer en venant du front. Dans l'après-midi, les soldats se sont arrêtés là pour se reposer une demi-heure. Et je me suis mélangé avec eux pour écouter et entendre ce qu'ils disent. Alors ils ont dit, la France a perdu la guerre. Oh là là, j'étais étonné. Et je pensais que l'Allemagne va être détruite. C'était le contraire. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec nous? Je suis maintenant, j'ai l'âge d'un jeune homme. Qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Où je vais faire? Est-ce que je dois les suivre? Mais je ne peux pas.
impossible. J'ai un devoir. Qui Hein? c'est que tu voulais suivre? Oui, mais je ne pouvais pas les suivre. Mais qui? Les soldats, partir avec les soldats, mais moi j'avais un devoir de rester. C'était cela. C'était quoi ce devoir? Le devoir envers tout ce qui était là, envers ma femme, non ma mère, pas ma femme, ma mère, ma soeur, et travailler avec elle. Et c'était quoi ce devoir alors? Ce devoir, donc, rester sur place et tenir sur place. Et que ce soit avec des nazis ou avec d'autres gens, on est obligé de rester là. Et pourquoi alors finalement vous êtes resté? C'était uniquement par devoir ou il y avait autre chose? Non, non, c'était par devoir. Ce n'était pas pour autre chose. Autre chose, il faudrait dire alors, ah, laissons venir les Allemands, oh, je les suis, je travaille avec eux. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pensé à cela. Puisque moi, j'ai toujours pensé, je suis français. C'est ça. Lundi matin, de bonne heure, le 17 juin, maman me demande d'aller faucher un peu de l'herbe fraîche pour donner à manger aux lapins. J'ai pris l'herbe et à toute vitesse, j'ai pris la fuite pour rentrer à la maison. En arrivant à la maison, le steward, il me dit, mais d'où viens-tu? Oh, dépêche-toi, dépêche-toi! Les nazis vont dire, il faut aller dans la cave. Alors, Angélique et moi, nous avons redonné à manger aux bêtes dans l'écurie. Pendant ce temps, maman s'est occupée à trouver un refuge dans la cave de Steffensee. Nous étions coupés de tout. Mais la seule chose qu'on savait, c'est que les Allemands ont été tout proches de nous. Malgré eux, on ne passe pas. Nous avons tous déjà entendu parler du nazisme, de Hitler, des Gestapo. Et on se disait, mais que va-t-il arriver avec nous? Ich mein soll's Bette et gegrossen werden. Une question que nous nous avons posée sans aucune réponse. Une chose nous avons dit, est-ce que l'Alsace et la Lorraine vont de nouveau changer la nationalité, comme c'était d'une habitude depuis des années? Le 18 juin, en tout début de l'après-midi, je suis sorti de la cave pour prendre un peu de l'air fraîche. Et je suis allé trouver les soldats qui attendaient devant l'église le ravitaillement. Tout d'un coup, je regarde le ciel et je vois arriver de la direction d'Artwiller venir les avions allemands. J'ai crié, ils viennent, les avions. Je suis couru dans la cave et à ce moment déjà les premiers bombes ont éclaté. Le silence est revenu. Ce bombardement n'a duré que quelques secondes, pendant lesquelles les avions ont lâché 35 bombes. Après quelques minutes, nous sommes tous sortis de la cave pour prendre de l'air frais.
Des larmes et des pleurs ont remplacé toute parole. Notre église détruite, toutes les maisons autour, dont la nôtre n'avait plus de tuiles, ni de vitres, ni de portes, plus rien. Ces mêmes avions ont survolé et bombardé Saint-Louis. Dans ce village, il y a eu d'énormes dégâts matériels et puis surtout, 21 personnes, des civils, ont trouvé la mort. Ce même soir, les derniers soldats français quittent le village. Derrière eux, ils laissent une barricade faite d'arbres qui barre la route. Et le lendemain matin, le 19, Passé 8 heures, les nazis sont entrés dans le village. Leurs soldats, carabines en main, les manches retroussées, le col ouvert, le teint bronzé. Ils ont continué devant chaque maison des deux côtés de la route et crié « Sind keine Franzosen mehr hier !» J'assistais à cette scène avec mon voisin pour s'assurer que cette barrière dressée par l'armée française n'était pas piégée. Ils nous ont obligés, mon voisin et moi-même, à la traverser en premier, en éclaireur. Vers 11 heures, des voitures tirées par des chevaux passent le village. Sur la route arrive un sous-officier. Il marchait en poussant son vélo. Et en me voyant, il s'approche, pose son vélo contre le mur de notre maison et me dit « Ah frère, sofort ah frère !» Voyant que je ne comprenais pas de suite, il a répété « Ah frère, sofort ah frère, vous dites faire !» Et pointait son pistolet sur mon front. J'étais obligé d'aller trouver le voisin pour monter au grenier et chercher de l'avoine pour les chevaux. Seulement 3 heures qu'ils étaient là, les Allemands, mais ils avaient le temps de nous montrer leur force et leur détermination. quelques jours plus tard, un fil de téléphone allemand est sectionné. 3 hommes du village sont pris en otage. Ces procédés déroutent les plus anciens. Es ist nicht möglich. Es hat nämliche Preise nicht mehr. Sie haben gechangiert. Et puis les événements se précipitent. En juillet, la frontière entre la France et l'Allemagne est déplacée. C'est la même qu'avant 1918. Hitler, dans sa boulimie territoriale pour sa grande Allemagne, s'en prend cette fois à l'Alsace-Lorraine et à ses 3 départements. La population, elle, essaie tant bien que mal de se tenir informée. Les nouvelles sont rares. La presse locale s'est sabordée. Déjà, les seuls journaux autorisés ne sont plus qu'allemands. François n'en revient pas. Sa région est rattachée à la rive droite du Rhin, à l'Allemagne. Et comme tous ses compatriotes, il guette et espère un signe, une protestation de la part de son pays, la France. Mais rien. Il ne se passe rien. Du moins, il n'en aura pas connaissance. C'est pas possible que la mère patrie les lâche, que son pays les abandonne. Au mois d'août 40, la monnaie change. Le Reichsmark évince le franc, puis c'est le timbre-poste surchargé par un Lothringen. En Moselle, la DVG, die Deutsche Volksgemeinschaft, la communauté du peuple allemand, est instaurée. La Moselle est rattachée à la Sarre et au Palatinat. Cette nouvelle province allemande s'appelle Gau-Westmark, Marche occidentale. Et à sa tête, il y a le préfet ou Gauleiter, Joseph Bürkel. L'Alsace, intégrée au pays de Bade, devient Oberrheingau, la province du Rhin supérieur. Et son Gauleiter s'appelle Robert Wagner. À l'école, l'effigie de Marianne est décrochée et remplacée par le portrait de Hitler. Les enfants ont obligation de s'exprimer en allemand. J'avais seulement 13 ans quand les Allemands sont venus.
c'était un grand changement. À l'école, nous avons appris le français et à partir de là, tout était en allemand. Il fallait apprendre l'écriture gothique, c'était dur. La première chose qu'ils ont fait, après la bataille, la vie a repris son cours, c'était de germaniser tous les noms des villages ainsi que les noms de famille. Comme moi, je m'appelle Antoine Clément. À partir de là, je m'appelais Anton Clement. Et Gunswiller devient Gunsweiler. Partir, certains y pensent, mais pour aller où? Il semblerait que les nazis sont déjà un peu partout en France. Mais surtout, ce qui les empêche de partir, c'est qu'ils sont tous des gens de la terre. Cette terre, leur seul bien, les nourrit. Et puis en prenant la fuite, ne ferait-il pas un cadeau à cet envahisseur nazi? Et de ça, ils n'en veulent surtout pas. De l'autre côté de Sarrebourg, les nazis ont expulsé de chez eux des gens, des Mosellans comme eux, pour la seule et unique raison qu'ils étaient francophones. Ici, à Gunswiller, les gens peuvent rester. Ils parlent le plot. Ils ont de la chance. Ils reprennent leurs activités, mais le cœur n'y est pas. Car tout en restant chez eux, ils ne sont plus tout à fait chez eux. Tout ce qui peut faire penser à la France est effacé, enlevé. Le béret basque, qui est un symbole français, est interdit. Les salutations aussi doivent être changées et remplacées par un Heil Hitler. Les tickets de rationnement voient le jour. Tout achat de produits alimentaires ou d'objets usuels ne peuvent plus se faire sans eux. Dans un premier temps, les nazis essayent la méthode douce pour convaincre les gens que l'option retour dans le giron de la Grande Allemagne est raisonnablement la seule voie offerte. Le spectre nazi est bel et bien présent. Sournoisement, il s'est installé dans la vie de chaque individu. À la maison, nos parents nous disaient « Faites bien attention à ce que vous dites en dehors contre les Allemands. Et dites jamais que nous écoutons Radio Londres, parce que c'était strictement défendu. On risquait la prison. » Il vaut mieux parler le moins possible, tout en essayant de continuer à vivre comme avant. Le silence devient un refuge. Après une courte interruption en juin, François a repris le chemin de la verrerie. Mais à force de trajet vers l'usine, les pneus de son vélo fatiguent. Il a déposé une demande auprès de l'administration pour avoir des pneus neufs, mais rien, pas de nouvelles. Et le besoin pourtant se fait urgent. Pour l'instant, les moyens du bord y remédient. Mais pour combien de temps encore ? Le silence, le retranchement individuel n'empêchent pas l'observation. Et petit à petit, les gens se rendent compte qu'ils vivent tous à peu près dans un même ressenti. Ils s'aperçoivent aussi que ce silence, qui paraît être leur faiblesse, peut devenir une force. Ces hommes nous avaient observé, mon père et moi, depuis un long moment déjà. Et c'est parce que nous portions le béret pour travailler qu'ils ont osé sortir de leur cachette et nous aborder. Les présentations furent rapides. Ils étaient des prisonniers français évadés d'Allemagne. Ils cherchaient à passer la frontière tout proche. La nuit venue, mon père en tête, nous voilà à convoyer notre premier groupe de prisonniers. La forêt, nous la connaissions bien.
C'était là le point de départ de ce qui allait devenir la filière des passeurs appelée Reichshofen-Rethal. Plus de 1000 prisonniers évadés sont par la suite passés chez nous. Ils arrivaient en plein jour et la nuit venue, avec mon père, nous battions des sentiers aux forêts. Mais tous ces gens, même pour le peu de temps qu'ils restaient cachés chez nous, dans le foin de la grange, il fallait les nourrir. Les populations des villages environnants étaient très rapidement sûres que chez les fichères au Rethal passaient des prisonniers français et que les besoins en nourriture existaient. Ils nous ont aidés. Personne n'avait rien vu, mais nombreux étaient ceux qui en posaient des actes. En 1942, là-bas très loin en Russie, les armées nazies subissent de grosses pertes. François reprend espoir et se dit qu'ils ne pourront pas la gagner, cette guerre. Dans mon entourage, des gens commençaient à partir pour le RAD, le Reichsarbeitsdienst. C'était bien une préparation militaire. Pour l'instant, moi, je restais sursitaire. J'avais du travail. J'avais de la chance. Pour nous, les jeunes, il y en a qui sont partis en 40, 41, 42. C'était déjà plus difficile. Quand même, on aurait pu réussir d'aller en zone libre. Comme moi, j'en avais 4 cousins qui étaient là, en zone libre à Lyon. Mais pour moi, ça aurait été une solution. Mais pas pour les parents ni pour les sœurs. Car eux, ils auront subi les conséquences. Les sanctions sont immédiates et exemplaires. Tout membre d'une même famille devient responsable des actes posés par l'un des siens, emprisonnement ou déportation. C'est ça la loi du Siebengesetz. L'étau se resserre autour des jeunes hommes. Ce système nazi les muselle, les tient. François, persuadé que son incorporation pourrait être imminente, tente une dernière discussion avec sa mère. Mama, und wenn wir fortgehen? Wie meinst du, François? Ja, und wenn wir ins Frankreich gehen? Sonst muss ich beim Hitler-Soldat sein. Ich will nicht. François, mit dem besten Willen, wir können nicht fort. Wir haben geschafft, mein Papa, unser Feld. Wir haben noch viel. Glaub mir, wir können nicht fortgehen. Dans mon cœur, je suis resté français. Ce système nazi, je ne l'acceptais pas, et pourtant me voilà obligé de partir pour protéger ma famille et lui éviter la déportation. Combien j'ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance. Ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France. Ô mon pays, sois mes amours toujours. Te souviens-t-il que notre mère, au foyer de notre chaumière, nous pressait sur son cœur joyeux, ma chère, et nous baissions ses blancs cheveux tous les deux. Te souviens-t-il de la tranquille
qu'effleurait l'hirondelle agile, du vent qui courbait le roseau mobile, et du soleil couchant sur l'eau si beau. Oh, qui me rendra mon Hélène et ma montagne et leur enchaîne, leur souvenir fait tous les jours ma peine. Mon pays sera mes amours toujours.